Et je vais vous proposer un premier tour de table pour vous exprimer sur cette question-là. Comment partager la ressource en eau dans un contexte de disponibilité de plus en plus aléatoire ? Vous êtes la première, Amandine Bonneau, à mes côtés, chef de service gestion du système électrique pour EDF. Sur cette problématique, votre point de vue, rapidement, on va faire un premier tour de table de présentation et puis entrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, Amandine Bonneau, donc je travaille à EDF. Et donc, dans les moyens que nous utilisons pour produire de l'électricité, nous avons des barrages, donc de l'énergie hydroélectrique. Donc déjà, à noter que nous sommes usagers de l'eau, pas consommateurs. L'eau, on la restitue intégralement en quantité et en qualité. Et aujourd'hui, ce changement climatique induit plusieurs composantes, en fait. C'est-à-dire que d'une part, il y a une raréfaction de la ressource, mais d'autre part, en face, il y a aussi un changement des usages. Changement des usages liés à l'augmentation des températures, en particulier en été, avec un usage des climatiseurs qui se développe et qui fait augmenter la consommation, mais aussi une prise de conscience qu'il faut changer nos modes de consommation, donc avec tout le développement du véhicule électrique pour lequel on explique que c'est moins polluant que le véhicule thermique, mais qui génère une hausse de la demande, le raccordement des navires à quai. Enfin, on peut citer une multitude d'usages qui vont plutôt dans un sens de l'augmentation de la consommation, alors que d'un autre côté, on a une raréfaction de la ressource hydraulique qui fait partie des énergies renouvelables. Merci. Jean-Pierre, Alessandre. Merci. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Je sors d'un épisode de je ne sais trop quel petit virus qui fait que... ne vous inquiétez pas, hein, je suis plus contagieux, mais j'ai encore un petit héritage de ce passage. Alors moi, je suis monsieur Jean-Pierre Alessandre et je suis chef de mission à la collectivité de Corse. Pour en fait essayer de mettre en œuvre un document de planification, comme il y en a beaucoup, qui s'appelle le plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Donc du coup, on est bien dans votre cœur de sujet. Alors ce document, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un document qui visait, au milieu des années 2015 à 2018, à essayer de faire un état des lieux de ce qui se passait au niveau du changement climatique sur la Méditerranée en général et sur la Corse en particulier. Donc vous aurez un atelier tout à l'heure où notamment interviendra Monsieur Rebillou qui vous donnera des éléments beaucoup plus précis que moi sur ce sujet. Mais les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, c'est qu'effectivement sur les températures, on a constaté déjà et puis on prévoit des augmentations de température, que ce soit en moyenne ou des températures estivales. Sur la pluviométrie, le signal n'est pas aussi clair puisque ça a été aussi un peu expliqué ce matin. Pas sur les quantités, mais sur les épisodes. Voilà. On sait que sur les quantités, c'est plus court. Il n'y a pas vraiment de signal en fait, mais par contre, effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a dans le temps et d'un point de vue spatial une différence effectivement de la pluviométrie. Donc c'était les deux éléments principaux, avec un autre aussi qui concernait une étude un peu méditerranéenne sur les massifs montagnards, c'est qu'il y aura probablement moins de neige. Donc forcément, là aussi, c'est lié à la gestion hydro-énergétique, puisque c'est aussi de la réserve en eau, à la fois pour les cours d'eau et éventuellement pour ensuite les ouvrages. Donc ça, c'était un peu les conclusions générales. Et puis tout à l'heure, je pense que vous aurez l'occasion d'en parler plus longuement. Alors derrière ça, l'intérêt de ce document, ça a été de séparer la Corse en 13 territoires et d'essayer de voir dans ces territoires, sur des enjeux qui étaient pas seulement liés à la quantité d'eau, mais aussi à la biodiversité, ou encore aux pollutions anthropiques et donc à des phénomènes d'eutrophisation qui pouvaient se produire, quels étaient les territoires les plus vulnérables sur la Corse. C'est-à-dire qu'on sait que la Corse est globalement vulnérable, comme tout le bassin méditerranéen, mais c'était essayer de voir les territoires où il fallait essayer d'aller peut-être un peu plus vite dans les actions et peut-être un peu plus loin. Donc les conclusions, c'est que sur les 13 territoires qui avaient été choisis, il y a certains qui sont ressortis comme plus vulnérables sur la plupart des enjeux, notamment le Cap Corse, qui était classé avec le Nébio dans cette étude, la Balagne, le territoire du Grand Bastia, le Sud-Est,
et un peu la plaine du Barac du côté de Propriano. Donc ça a permis un peu d'avoir une porte d'entrée sur quel territoire il fallait commencer à travailler le plus rapidement possible. Et puis derrière ce volet-là, il y avait je dirais la troisième partie du plan qui est finalement une synthèse des actions à mener avec une déclinaison territoriale en fait. C'est-à-dire que comme on avait fait un peu un classement par territoire, on s'est dit on va reclasser des actions. Alors il y a des actions qui visent à diminuer la vulnérabilité du territoire, donc ça a été un peu évoqué ce matin, bien évidemment. Surtout les actions qui sont dites sans regret, c'est-à-dire les efforts d'économie d'eau, des efforts qui peuvent être faits à la fois sur les aspects techniques, c'est-à-dire réduire des fuites ou avoir des systèmes d'arrosage moins consommateurs sans pour autant avoir un impact sur l'usager. Et puis il y a aussi des comportements individuels avec des baisses de consommation. Ça a été dit ce matin par le président Giovanange. On est aussi une région où on a des taux de consommation individuelle qui sont relativement élevés, donc il y a du travail à faire. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des actions sans regret, visant à limiter la vulnérabilité, c'est-à-dire la demande. Puis ensuite, il y a des actions aussi qui visent à remettre l'eau au cœur, je dirais, des décisions publiques. Donc c'est notamment en matière d'urbanisme, mais pas seulement, aussi en termes de politique agricole. Qu'est-ce qu'on veut faire comme agriculture? Quelle spéculation on va prioriser? Et puis, il y a aussi des actions qui rejoignent complètement ce dont vous voulez parler, c'est-à-dire des logiques de partage de l'eau entre les différents usagers. Alors sur la Corse, on a un secteur qui est principalement concerné, c'est un secteur qui va de Bastia jusqu'au, je dirais, la région de Ghisonaccia, où on a, là pour le coup, vraiment des usagers différents, avec à la fois de l'hydroélectricité, à la fois de l'usage pour l'eau potable, à la fois de l'usage pour l'eau agricole, et avec des réseaux qui sont maillés, donc des consommateurs qui vont dépendre d'une ressource qu'il va falloir se partager. Donc voilà un peu les sujets qui sont un peu dans le cœur de votre préoccupation de cet après-midi. Et sur lesquels on reviendra bien sûr dans le détail après notre tour de table. Ange Maestrini, bonjour, vous êtes agrumiculteur à Antisante, vous êtes également administrateur de l'Office de l'équipement hydraulique de la Corse. Merci d'être avec nous, ça fonctionne bien. Alors moi c'est Ange Maestrini, je suis à la fois administrateur à l'Office hydraulique, mais surtout agrumiculteur en plaine orientale, sur la commune d'Antisante. Je produis essentiellement des agrumes, clémentine et pomelo. Et bien sûr, pour nous, l'eau est un besoin vital. On aurait des difficultés à produire si demain on venait à manquer d'eau. Et c'est pour cela qu'on pense qu'on doit avoir tous une réflexion globale sur l'utilisation de l'eau. Et il faudra que les nouveaux paysans se forment différemment et aient des outils à la prise de décision. Quand je vous parle de ça, c'est-à-dire que on s'aperçoit que d'une année sur l'autre, nos périodes d'irrigation sont de plus en plus longues. Voilà. Autrefois, moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans ce métier. On irriguait début juin, et puis à partir du 15 août, on avait les pluies du 15 août. Et après la Sainte-Marie. Voilà, exactement. Après la Sainte-Marie, les besoins diminuaient et on s'en sortait pas trop mal. Aujourd'hui, bon, c'est pas le cas cette année. C'est vrai que la pluie qu'on connaît là récemment, c'est été très bénéfique. Ça nous a permis de retarder un peu le démarrage des irrigations. Mais on a vu que sur le mois de mai, et M. Polit pourra vous en dire un peu plus tout à l'heure, on avait quand même des consommations qui étaient au-delà de la moyenne. Voire 3 fois les consommations hebdomadaires supérieures multipliées par 3 par rapport à 2022. C'est quand même assez inquiétant. Et d'où l'intérêt d'avoir une réflexion, comme je vous disais tout à l'heure, commune. D'ailleurs, l'ensemble des filières agricoles, toutes confondues, se sont réunis et ont proposé, avant même que les services de l'État nous l'imposent, d'avoir des restrictions. On a décidé à tour de rôle d'arrêter des irrigations pendant 24 heures, filière après filière. Et ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience générale et qu'il va falloir changer nos habitudes de consommation, c'est évident. Ange Maestrini, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est une préoccupation, la gestion de la ressource en eau, que vous aviez déjà intégrée il y a de ça une dizaine d'années avec la pose de sondes notamment. Oui, exactement. Ça fait déjà un moment qu'on sait bien qu'on va vers la raréfaction de l'eau. Nous, on s'est équipé de sondes capacitives. C'est un instrument qui nous permet de définir le taux d'humidité dans le sol à différents horizons de profondeur. Et c'est grâce à cet outil qu'on essaie d'optimiser nos doses d'irrigation, à la fois sur la quantité apportée
et sur les fréquences d'apport. Voilà, c'est un outil très important qui demande à être développé sur l'ensemble des filières. Aujourd'hui, la filière agrumicole est quand même suffisamment bien équipée de ce genre d'outils, mais je pense que c'est un outil qu'il faut diffuser sur le reste des filières aussi. On reviendra sur ces aspects-là, les différents systèmes d'irrigation aussi. Enfin, vous aurez l'opportunité de vous exprimer également et de questionner évidemment l'ensemble de nos interlocuteurs. Henri Politi, à présent la parole, ingénieur hydraulicien spécialisé en ressources en eau et aménagement. Vous travaillez, Henri, à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse depuis 35 ans et ça fait un peu plus de 15 maintenant que vous êtes le responsable du service exploitation. Ça veut dire la gestion des infrastructures hydraulique. Oui, la gestion d'infrastructures de production, de transport, de distribution. Et je vous propose en particulier aujourd'hui de vous parler des barrages, les méchants barrages. Donc, il s'agit peut-être de démystifier, de faire un peu de pédagogie, de terminologie. On peut peut-être attaquer sur cette base, par exemple, retenue collinaire, barrage ou bassine, qui sont très à la mode, en tous les cas très médiatisées. Différence, par exemple, définition. Je vais rebondir sur des valeurs qui ont été données ce matin, sans vous inonder de données. J'ai noté 1,386 milliard de kilomètres cubes, donc de milliards de mètres cubes, d'eau sous toutes ses formes, 3% d'eau douce, donc ça fait un peu plus de 41 millions de milliards de mètres cubes, de kilomètres cubes. Ça représente, et les barrages, au niveau mondial, c'est 8000 milliards de mètres cubes, 8000 kilomètres cubes. Donc ça veut dire qu'il y a en stock, au niveau mondial, 0,02% d'eau douce stockée, pas de l'eau dans toutes ses formes. C'est peu. S'agissant de la Corse, je me suis amusé à faire ce ratio ce matin avec les données qui étaient à ma disposition là, de mémoire. J'arrive à un tout petit 0,01%. Donc on est à la moitié de la tendance mondiale. En Corse, on a 10, enfin l'Office hydraulique 10 en comptant EDF, ça fait 14 grands barrages. Les grands barrages, ce sont des unités qui font plus de 20 mètres. C'est ce qu'on appelle des grands barrages. Alors qu'est-ce qu'un barrage ? Un barrage, c'est un ouvrage hydraulique qui barre un cours d'eau. Alors, barrer un cours d'eau, qu'il soit intermittent ou pas. Beaucoup de cours d'eau sont intermittents. Dans la terminologie, un barrage qui barre un cours d'eau qui est intermittent, ça s'appelle une retenue collinaire. Donc, une retenue collinaire, c'est un barrage. Donc, ça veut dire ceux qui opposent les retenues collinaires au barrage, c'est un sujet que j'ai du mal à comprendre en tant que professionnel. Est-ce que c'est pas sur la quantité qu'on fait ce distinguo ? Pas du tout. Pas du tout. Une retenue collinaire peut contenir plusieurs millions de mètres cubes. L'Office hydraulique dispose en Corse avec la définition que j'ai donnée, c'est pas ma définition, c'est la définition vraiment officielle, dispose de 4 retenues collinaires qui font chacune entre 2 et, pour la plus grosse, 6 millions de mètres cubes. Donc ce ne sont pas des unités de quelques centaines ou quelques milliers de mètres cubes, comme la bien-pensance d'aujourd'hui tend à diffuser l'information en opposant la notion de taille, retenue collinaire petite taille, barrage grande taille qui vient massacrer un cours d'eau. Non, une retenue collinaire, la plupart du temps, il y a un cours d'eau qui est intermittent. Et barrer un cours d'eau intermittent, ça peut être aussi dommageable pour l'environnement lorsqu'on n'y prend pas garde. Donc ça veut dire qu'il y a des précautions à prendre lorsqu'on réalise un ouvrage hydraulique, que ce soit un barrage qui barre un cours d'eau permanent ou un barrage qui barre un cours d'eau intermittent, donc une retenue collinaire, les précautions à prendre sont du même ordre, même si l'impact, on le sent bien, sera moins important lorsqu'il s'agit de retenue collinaire. Alors ensuite, il y a des sous-catégories de barrages, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais qui sont dus uniquement à leur taille cette fois-ci. Donc il y a plusieurs considérations. Donc en France, il y a un barème pour des barrages qui font plus de 20 mètres de hauteur, et ensuite une formule pas trop savante, qui est le produit du carré de la hauteur. Oula. Par la racine carrée, on y est toujours, la racine carrée de son volume compté en millions de mètres cubes, volume contenu, voilà, si ça dépasse un certain barème, c'est catégorie A, un autre barème, c'est catégorie B, etc. Il y a 3 catégories de barrages qui existent. Et les bassines ? La première catégorie, ce sont les grands barrages. Donc en Corse, 14 grands barrages. Ça positionne l'Office hydraulique, pas la Corse cette fois-ci, ça positionne la Corse dans le top 5 des gestionnaires de barrages en France. Alors, très loin devant nous, EDF, très loin devant nous, la Compagnie nationale du Rhône,
Et on arrive après, on est presque sur le podium. Donc c'est pas rien. Hein. Donc c'est pour ça que quand la Corse, d'une façon générale, et l'Office hydraulique en particulier, parlent de barrages, on est entendu par la profession au niveau national, voire international. Les bassines. Les bassines. Alors, qu'est-ce qu'une bassine ? Une bassine, en fait, alors là, pour le coup, c'est pas du tout un barrage. C'est pas fait sur un cours d'eau intermittent. Donc c'est un ouvrage qui est complètement artificialisé, avec un fond qui a vocation à être étanche. Ça ressemble à un grand réservoir d'eau potable, mais pour le coup, à ciel ouvert, ou pas d'ailleurs. Donc c'est un grand réservoir de stockage complètement artificialisé qui n'a aucun apport naturel. Ça, c'est une bassine. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat qui a provoqué les tumultes, mais les tumultes au départ, parce qu'après ça s'est complètement évaporé, c'est un conflit d'usage entre agriculteurs au départ. Ce n'est pas des agriculteurs, du moins des gens qui s'opposent à l'irrigation agricole hein, au départ. Ce n'est pas ça le conflit bassine. Hein. C'est le conflit d'usage entre différents usagers agricoles, uniquement. Et ça a complètement dérapé avec des faits divers particulièrement violents que nous avons pu entendre. Alors, sous-catégorie de barrages, on a un petit peu évoqué ce sujet-là ce matin, les barrages écrêteurs de crues. Qu'est-ce qu'un barrage écrêteur de crues ? Alors, il y a quand même un fâcheux inconvénient. Un barrage écrêteur de crues, c'est qu'il doit rester vide pour protéger justement une zone qui pourrait être soumise à des inondations assez dévastatrices. En Corse, on n'en a pas. Des barrages écrêteurs de crues. On a des ouvrages qui ressemblent un peu à ça, dans le principe. On appelle ça des déversoirs d'orage. Donc ça se met vraiment pour protéger les zones urbaines. Le principe ressemble à un barrage écrêteur de crues qui a vocation à rester vide, et qui se remplit et qui contient, lorsqu'une crue arrive, on trouve beaucoup ce genre d'équipement dans la région de Nîmes, Montpellier, qui sont soumises au phénomène de pluie cévenole. Dès que ce barrage a été rempli par une crue, malheureusement, il faut le vider tout de suite, en modulant sa vidange de façon à ne pas impacter le milieu situé à son aval. En Corse, ça peut être un sujet au travers du changement climatique qui est bien là aujourd'hui. Alors pour rejoindre ce que disait Jean-Pierre il y a quelques instants, on n'a pas un signal très, très marqué sur la diminution de pluviométrie sur l'année. Par contre, le signal qui est très marqué, et M. Ribillou en parlera beaucoup plus dans les détails que moi et avec plus de compétences, on a des phénomènes extrêmes qui sont de plus en plus marqués. Il pleut des séquences de sécheresse de plus en plus longues, pas forcément précoces, mais longues, par contre, oui. Et des phénomènes extrêmes dans l'autre sens, des séquences de pluie de plus en plus intenses, rapides, sournoises, fugaces. Sur des périodes beaucoup plus courtes. Sur des périodes beaucoup plus courtes. Voilà. Alors, pour compléter votre casquette, pour que tous les gens qui vous écoutent sachent à qui s'adresser par la suite, vous êtes membre du Comité français des barrages et des réservoirs, membre du Comité de bassin Corse, administrateur à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Vous participez au Comité ressources en eau de Corse et avez contribué à l'élaboration du plan de bassin à l'adaptation au changement climatique de la Corse. J'espère ne rien avoir oublié. La parole est à Antoine Giacometti, animateur du SAGE, le schéma d'aménagement de gestion de l'eau à l'ACAPA, la communauté d'agglo du pays ajaccien. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Donc effectivement, je suis ici en qualité de représentant de la communauté d'agglomération du pays ajaccien pour ce fameux schéma d'aménagement et de gestion des eaux, donc, qui rejoint un petit peu les éléments qui ont pu être évoqués par Monsieur Alessandre. Donc, pour le plan de bassin d'adaptation au changement climatique, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, c'est effectivement un document qui se veut porteur d'une gestion intégrée et d'une gestion concertée auprès de tous les acteurs locaux. Donc, on est sur une démarche qui est de proximité et qui vise à mettre en place des actions plus ou moins concrètes et porteuses de solutions qui sont, par exemple, fondées sur la nature, ou en tout cas qui permettent l'économie de la ressource et son utilisation de manière pérenne et durable dans les milieux naturels et aquatiques. Donc, au niveau des différentes actions qui peuvent être menées, il y a des objectifs environnementaux fondamentaux qui ont été posés pour la rédaction de ces documents. Et effectivement, on va avoir des problématiques qui vont être très diverses et qui vont être traitées au travers des différentes actions qui peuvent regrouper aussi bien la gestion de la ressource pour des problématiques sur l'eau douce que sur les milieux marins
les littoraux, les milieux côtiers, et donc également les milieux lacustres, les milieux lagunaires, comme on a pu le voir ce matin, et la réutilisation des eaux usées aussi, donc la problématique des eaux grises. Et tous ces outils-là, on essaye de les mettre en place de manière la plus concertée et la plus équitable possible. Et c'est dans cette optique-là que j'ai été recruté. Donc je ne suis pas depuis très longtemps au sein de la communauté d'agglomération, mais j'apprends et je découvre toutes ces facettes depuis quelques mois. Est-ce qu'on peut vous demander, puisque ce matin nos intervenants de la première table ronde, donc eau et milieu, regrettaient que l'on pense les schémas d'aménagement un peu à l'envers, c'est-à-dire se demander de combien d'eau on pourrait disposer et après traiter l'environnement. Est-ce que vous avez pensé les choses inversement ? Alors, de la façon dont on a pensé les choses, je n'aurai pas la possibilité de vous faire une réponse exhaustive, mais en tout cas, pour ce qui est de l'inversement de la pensée, effectivement, on essaye d'avoir une pensée qui soit plus horizontale plutôt que verticale. C'est souvent le reproche qui a été fait à ce genre de document, qui est beaucoup d'imbroglio administratif. On se perd un peu dans les documents d'aménagement, dans les schémas, dans les outils comme ceux-là. Et effectivement, on essaye au maximum de relativiser, donc de prendre le problème à sa source et d'essayer de se concerter au maximum avec les acteurs locaux. Donc c'est aussi pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour essayer d'animer du mieux possible la mise en place opérationnelle de ce schéma qui a été validé donc récemment. Et je sais qu'il en existe un autre également sur l'étang de Bigoul, et on en a parlé ce matin. Et voilà, j'espère pouvoir répondre aux différentes questions qui me seront posées si jamais. Mais je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Antoine Giacometti. On va passer la parole à notre dernier invité, Gilbert Bizian, qui est le directeur du territoire pour l'entreprise Kernolia, dont les missions sont entre autres de rendre l'eau potable, la distribuer, mais aussi entretenir les stations, les réseaux, assurer les rendements de ces mêmes réseaux. Et puis peut-être une petite dernière, l'assainissement également. Également. Merci. Donc, je vais parler en tant qu'exploitant de tous ces services. Je dirais même par-delà le mode de gestion, parce que ce sont des sujets qui concernent toute personne ou toute collectivité qui a en charge ces problématiques. Voilà. On nous connaît ici principalement comme délégataires et dans des DSP, mais il y a des modes de gestion qui ne sont pas obligatoirement la régie ou la DSP. Il y a des CEMOP, voilà, il y a toute forme intermédiaire. Alors ici comme ailleurs, mais peut-être un peu plus, j'y reviendrai avec la saisonnalité, c'est un sujet de transformation écologique, donc on a bien sûr le sujet technique. L'eau, c'est pour nous aussi un sujet d'énergie, voilà. Et ici c'est un sujet. Et c'est aussi un sujet social, parce qu'elle tombe du ciel certes, mais pour qu'elle arrive au robinet, il faut faire des investissements. Donc les collectivités font des investissements lourds. Ensuite, il faut la traiter, la pomper, la cheminer, réparer les fuites. Voilà. Donc tout ça est un service d'ensemble avec les astreintes. Le premier point sur lequel on pense intervenir quand on parle de l'exploitant, c'est combien il a de fuites dans son réseau. Bon, et à l'image de ce qui a été évoqué, je vais essayer modestement de vous donner quelques éléments de réflexion par rapport au rendement de réseau et surtout au pourcentage. C'est en général ce qui est jeté en pâture quand il y a un article sur le sujet. Donc imaginez que ça, c'est un réseau qui fait 1 kilomètre. Bon. Ce réseau perd 1 mètre cube jour. Ici, belle maison, belle propriété qui consomme 1 mètre cube jour. Voilà. À l'entrée, je pense qu'on est capable de faire l'addition. Pour amener un au bout, j'en perds 1, j'en mets 2. Donc 1 sur 2, on dit 50% de rendement. C'est pas terrible. Le même réseau, si au bout je mets 9 maisons qui consomment 1 mètre cube, ça fait 9 mètres cubes. À l'entrée, je vais mettre 9 plus 1. Ça va me faire 90% de rendement. Et on va me dire, qu'est-ce que vous êtes bon ?
Du point de vue du métier, c'est exactement la même chose. On n'est ni meilleur ni moins bon. Et donc, quand on parle de pourcentage, les grands systèmes peuvent être comparés entre eux. C'est-à-dire quand vous avez 1 million, 2 millions, 10 millions d'habitants, là, vous pouvez comparer les chiffres en termes de pourcentage. Et on voit que la mathématique simple, je dirais, avec un même taux de fuite sur votre réseau, la mathématique des grands chiffres fait que vous êtes à 90%. Vous êtes ni meilleur ni moins bon. Et que quand vous avez beaucoup moins de gens à desservir, eh ben, la même mathématique, avec un réseau, je dirais, qui a le même entretien, va vous ramener à des pourcentages plus faibles. Et quand on voit les articles un peu réducteurs, mais bon, c'est ce qui est communiqué, on voit que toutes les grandes agglomérations à 100 millions de mètres cubes par an s'en sortent avec les honneurs au-delà de 90%, et heureusement. Et ensuite, tous ceux qui sont de taille moyenne ou beaucoup plus réduite, eh ben, souvent sont un peu fustigés parce qu'ils ne sont pas à 90%. Déjà, s'ils sont à 80, c'est bien. Et du point de vue de l'exploitant, 80, c'est déjà très bien. Du point de vue environnemental, avec beaucoup de modestie, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes sur le sujet, mais 1% de 100 millions de mètres cubes, c'est 1 million de mètres cubes. Donc une variation de 1% sur ces grands systèmes, ça a un impact important sur le milieu. Quand vous êtes à 100 000 mètres cubes an, 1% de variation, ce n'est pas du tout le même effet. Donc il faut aussi l'apprécier comme ça, il faut l'apprécier en fonction du milieu récepteur. Donc c'est juste une incitation à réfléchir, en tout cas, à discuter ou à critiquer les informations qui sont partagées en ce qu'elles veulent vraiment dire. Voilà. On peut comparer les grands systèmes entre eux, les systèmes moyens entre eux et les systèmes ruraux entre eux. Et après, j'y viendrai aussi pour le consommateur. Réparer une fuite, c'est à peu près entre 2 000 et 5 000 euros. Si vous avez de l'amiante, avec de l'amiante ciment, vous avez des protocoles et des procédures extrêmement lourds. Et donc le coût de réparation et surtout de mise en décharge, de traitement des déchets est beaucoup plus lourd, plus de protection de vos équipes. Quand vous êtes dans une grande ville, sur ce kilomètre, vous allez avoir 10 000 personnes pour répartir ce coût. Quand vous êtes à la campagne, vous allez avoir une personne pour répartir ce coût, quel que soit le mode de gestion. Voilà, c'est pas un plaidoyer pour ou contre un mode de gestion, c'est transparent. N'importe quelle personne qui est responsable d'un service a cette problématique. Donc on peut faire du 90% à la campagne, il n'y aura plus personne à la campagne. Voilà. Et du point de vue environnemental, ça n'a aucun effet au point de vue quantité. Bon, ça c'était en passant sur le... Voilà. Pour aider le consommateur ensuite, on a bien sûr les nouveaux outils qui sont la télérelève. Alors, ça permet à l'exploitant d'avoir sa vision à lui globale de ce qui rentre et de ce qui sort du système, et donc d'intervenir immédiatement dans les zones douteuses, parce que c'est de la surveillance qu'on fait. Et ça permet à chacune et chacun qui est abonné d'avoir une information personnelle, donc de suivre sa propre consommation, et d'être alerté le matin, par exemple, quand on a une fuite. Le rendement de réseau, c'est pas la fuite qui va faire soulever la chaussée. Voilà, parce que ça, c'est une fuite qui se déclare. Bon, c'est quelques mètres cubes ou dizaines de mètres cubes. C'est spectaculaire, mais ça se répare vite. Le rendement de réseau, c'est les fuites qui se font oublier. Alors, à titre particulier, c'est le petit filet qui coule dans les toilettes et qui va faire 30 mètres cubes à la fin de l'année si on ne s'en occupe pas, gentiment. Jour et nuit, ça va couler. Et sur les réseaux qui sont enterrés, c'est la même chose, avec souvent des cubages plus grands. L'eau va trouver un chemin préférentiel, et puis heure après heure, jour après jour, voilà, ça va partir dans le sous-sol, et c'est ça qu'on va chercher. C'est pas la fuite spectaculaire, même si tout le monde a les yeux sur le sujet. En disant aussi pourquoi ils interviennent, ils mettent si longtemps à intervenir. Bon. Alors, en général, et là je parle un peu pour l'exploitant, c'est que quand vous avez ça, que vous êtes en ville, la circulation est bloquée, il faut prendre des dispositions à l'amont. Et quand vous avez un gros tuyau qui casse, c'est comme un train ou un paquebot qui est lancé. C'est-à-dire que vous avez des millions de mètres cubes qui, d'une vitesse de 0,5 mètres seconde, va passer à 1, 2 mètres seconde, voire plus. Et donc, si vous l'arrêtez trop vite,
le train va dérailler. C'est-à-dire que d'une fuite, vous allez en créer plusieurs autres, et là, vous allez avoir des problèmes de santé publique. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut fermer doucement quand vous avez des très grosses fuites. Un de nos travaux, enfin pour les plus anciens par rapport aux plus jeunes qui sont impressionnés par le sujet, c'est de ne pas aller trop vite. Il faut fermer doucement, ralentir et ensuite vous fermer. Bon, ça, ce sont quelques précautions en passant. Sur les comportements, alors on est aussi sur des sujets de long terme. Donc j'ai parlé des collectivités qui sont à la base organisatrices du service, hein, soit mairie, soit communauté de communes, soit agglo. Et nous sommes sur des sujets de long terme. C'est vrai que ce n'est pas très populaire pour une collectivité d'investir dans un réseau d'assainissement, voilà, de l'inaugurer, ce n'est pas très spectaculaire, et pourtant c'est indispensable. Et ça va durer 70 ans, au moins, on espère. Et de la même manière, si on veut pouvoir utiliser l'eau longtemps, bon, j'ai vu les usages après compteur, où les gens doivent être le plus économes possible. Et après, c'est à chacune et chacun de déterminer son niveau d'économie. Mais si on stocke de l'eau ou si on en prend soin dans des barrages, faut-il encore qu'on n'ait pas pollué tout ce qu'il y a autour? Et donc, ce sont aussi tous les comportements qu'on peut avoir en randonnée, quelle que soit la saison. Il y a un sujet de gestion de déchets aussi de faire attention, parce que ce sont des choses qui nous rattrapent dans la durée. C'est pas 5 ans, 10 ans, parfois c'est 20 ans, 30 ans. Et donc, la façon dont on raisonne, c'est sur du très long terme. Voilà. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, on va le récupérer dans 10, 20 ans, 30 ans. Et les actions, si on veut se projeter dans un avenir souhaitable, ben c'est tout de suite pour dans beaucoup d'années. Et donc, c'est un sujet collectif. Enfin, et fort heureusement, s'il y a un côté positif à la sécheresse passée de l'année dernière, c'est que ça a débloqué les verrous en termes de réutilisation d'eau usée. Parce que jusqu'à présent, la France est un des seuls pays de l'Europe où on ne peut pas utiliser l'eau usée ou la réutiliser. Vous pouvez acheter des produits qui ont été, ou des légumes qui ont été élevés à l'eau de réutilisation dans d'autres pays, mais vous ne pouvez pas en faire ici. Bon. Donc ça y est, la réglementation est en train d'évoluer, surtout pour les zones littorales où c'est très très dommage, je ne vais pas employer d'autres mots, qu'une eau qui est bien traitée, parce que les collectivités en Corse, globalement, ont fait beaucoup d'investissements et beaucoup d'efforts pour mettre à niveau leur système d'assainissement. C'est très dommage qu'une eau qui a déjà de bonne qualité, une fois qu'elle est traitée, soit jetée directement à la mer et n'ait pas un autre usage intermédiaire, une deuxième, voire une troisième vie, ce qui évitera, et c'est le but, d'aller justement solliciter des barrages dont on a besoin pour autre chose le moment venu. Et pour terminer sur la saisonnalité, il y a une vraie problématique ici de financer collectivement des ouvrages qui sont très sollicités sur une période courte, avec une population permanente qui a un niveau de vie qui est ce qu'il est, qui n'est pas si nombreuse. Voilà. Et donc, pour l'ensemble des acteurs du sujet, la saisonnalité est une problématique et peut-être une réponse avec une tarification d'été qui serait en accord avec la tension. Merci pour l'ensemble de vos présentations, Madame, Messieurs. Alors, je me tourne vers vous, Ange Maestrini, parce que tout à l'heure, nous avons eu un diagramme qui nous indiquait, qui nous incitait en tous les cas à braquer tous les regards vers l'agriculture consommatrice d'eau, puisqu'on est là dans le partage de cette ressource. Que met en place la filière justement pour l'économiser ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on essaie de s'équiper d'outils qui nous aident à la prise de décision. Les sondes, donc. Les sondes capacitives. On travaille aussi avec des données de la Chambre qui nous donnent des doses théoriques à apporter à la semaine. Que vous corrigez d'ailleurs, d'expérience. Que l'on corrige. On applique un coefficient modérateur. En gros, on applique 80% de la dose recommandée. Et après, bien sûr, on essaie d'optimiser aussi les différents systèmes d'arrosage, d'irrigation, parce qu'il y a différents systèmes. Il y a le goutte à goutte, il y a la micro-irrigation, il y a l'aspersion sur frondaison. Et après, il faut adapter tout ça en fonction justement aussi de la texture du sol, de la topographie du terrain, etc.
Après, je pense qu'il y a vraiment aussi... Il y a des systèmes qui sont plus gourmands que d'autres. Alors, il y a des systèmes qui sont décriés à l'heure actuelle, et c'est sûr, on fait souvent le distinguo entre les systèmes qu'on appelle visuels, c'est-à-dire les canons rouleurs qui irriguent les prairies, les champs de maïs, etc., et l'aspersion sur frondaison. Or, les gens, c'est sûr, en plein été, quand on fait chaud, quand on voit ces asperceurs tourner, on se dit, oh, regardez-moi ça, le gaspillage. Mais en fait, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je dis qu'on a une dose à apporter, on a une dose théorique, et quel que soit le système d'irrigation utilisé, on va l'apporter, cette dose. Je vous prends un exemple. Du 15 juillet au 15 août, on amène, en gros, sur les agrumes, 450 litres d'eau par arbre par semaine. Quels que soient les systèmes d'irrigation employés, on va les amener, ces 450 litres d'eau. Mais il n'y a pas plus d'évapotranspiration en fonction de celui qui est retenu? Théoriquement, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu plus d'évapotranspiration sur les irrigations visuelles, donc l'aspersion sur frondaison ou les enrouleurs. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, dans la filière agrumes, il faut savoir que nos premiers plants, ils ont été plantés dans les années 60. Aujourd'hui, ils ont plus de 60 ans. Il y a quand même une grosse surface ombragée. La plupart d'entre eux sont couverts par des filets par grêle. C'est un dispositif qui nous permet de lutter justement contre la grêle. Et ça fait quand même de l'ombrage. Ça fait un microclimat. Et je ne dis pas qu'elle n'existe pas, l'évapotranspiration. Bien sûr qu'elle y est. Mais elle est quand même minimisée. Et après, j'ai envie de vous dire, de toute façon, je veux dire, nous, en tant qu'utilisateurs, je veux dire, l'eau qui est stockée et ça, il faudrait poser la question aux dirigeants de l'office hydraulique, mais de toute façon, cette eau, à un moment donné, elle est stockée dans les barrages, dans les bassines, dans les retenues collinaires. Et là aussi, elle s'évapore. Comment peut-on faire pour lutter contre ça? C'est pas l'exploitant qui reçoit cette eau qui doit lutter contre l'évapotranspiration. En amont, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'évapotranspiration? Vous voulez dire que les barrages sont à ciel ouvert? Les barrages, aujourd'hui, sauf le contraire, ils sont à ciel ouvert. Hein. Après, c'est sûr que pour couvrir les barrages, ça serait une dépense financière énorme, j'en suis conscient. Mais voilà, quoi. On peut pas demander à l'utilisateur final de pallier à tous les manquements. Alors je sais que vous vous intéressez à cette question de l'économie de la ressource, que vous êtes parti en Israël avec d'autres, que vous étudiez les différents systèmes ici et ailleurs, que vous allez vous enrichir d'autres expériences. Il y aurait d'autres moyens techniques à envisager qui permettraient justement une économie de la ressource eau? Eh bien ça, il faut faire des études, si vous voulez. Il y a des projets. Il y a des projets qui vont voir le jour. Il y a un ingénieur à l'office hydraulique qui est en relation avec des gens de l'extérieur, justement, qui veulent mettre en place un système c'est du goutte à goutte enterré, en fait. Et il y a une expérience qui va être menée sur la station expérimentale de Miachar. Et on en attend, bon, c'est en cours, hein, on attend de voir ce que ça va donner. Alors après, on a le sentiment que les besoins évoluent, que les spéculations sont en hausse, certaines plus gourmandes que d'autres en eau, qu'on essaye d'accroître l'augmentation des surfaces cultivées, et que c'est pas dans un timing cohérent au niveau de la disponibilité de la ressource. Tout le problème, il est là, en fait, exactement. C'est que, bon, bien sûr, il y a un programme à l'Office hydraulique qui s'appelle Aqua Nostra 2050. Il y a des projets qui sont en cours. On essaie d'accélérer tout ça, et à tous les niveaux. Mais d'un autre côté aussi, il y a de plus en plus de demandes. Comme je vous disais tout à l'heure, les périodes d'arrosage sont de plus en plus longues. Ça, c'est la faute de personne, c'est le climat qui le veut et il faut s'adapter. Et d'un autre côté, on veut produire, on veut être en autosuffisance fourragère, on veut être en autosuffisance alimentaire, mais pour ça, il nous faut de la ressource. Et on n'a pas forcément la ressource. Nous, l'impression qu'on a, c'est que souvent, les besoins vont plus vite que la capacité à fournir ces besoins. Henri Politi, vous avez envie de réagir à ce constat dressé par notre agrumiculteur? Bien volontiers. L'évaporation. L'évaporation sur les barrages, c'est un très bon sujet. C'est une très bonne remarque. Alors, il y a un exemple, c'est l'exemple le plus remarquable sur notre parc de barrages. Donc on évalue les évaporations avec des données que nous transmet Météo France, qui sont vraiment calculées sur une typologie adaptée au plan d'eau. L'évaporation la plus remarquable que l'on constate, c'est un barrage qui est situé, une retenue collinaire pour le coup, qui est situé non loin d'Alire. Il y a
Contenance maximum de cet ouvrage, 4 hectomètres cubes, 4 millions de mètres cubes. Évaporation annuelle, estivale, 800 000 mètres cubes. C'est énorme. C'est énormissime. Je ne me trompe pas d'un coefficient de 10, hein, c'est énormissime. Alors, la topographie, la typologie de ce barrage-là veut qu'on arrive à un ratio extrême de ce type-là, avec une courbe hauteur-volume qui est peu propice. C'est vraiment le cas extrême que nous constatons, mais c'est quand même... Est-ce que c'est un cas isolé ou non, c'est une généralité? Généralement, on est aux alentours de 10%, entre 10 et 15%. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est très élevé. Entre 10 et 15% de nos stocks, nous les perdons en évaporation. Voilà, c'est pas rien du tout. Sachant que nous sommes à flux tendu. Alors, petite parenthèse là-dessus aussi. Le stock général constitué en Corse, le stock en eau sur des ouvrages hydrauliques, en intégrant également les ouvrages EDF, on est aux alentours de 103 millions de mètres cubes, 103 hectomètres cubes. Sachant que la totalité des volumes stockés dans les barrages EDF n'est pas dédiée à une utilisation agricole ou de potabilisation. Il y a des tranches d'eau qui nous sont réservées. Et l'autre partie de ces tranches d'eau sur les ouvrages EDF, et je laisserai Amandine Bonneau en parler mieux que moi, sont vraiment dédiées pour la sécurisation du système énergétique, et c'est tout à fait normal. On est à flux tendu sur la gestion de nos ouvrages. Chaque année, nous utilisons quasiment l'intégralité de nos stocks. Les mauvaises années, 2022 en était une. Alors ça va être paradoxal. On utilise 120% de nos stocks. On a inventé 20%. J'exagère, c'est des actes de sorcellerie. Je prends un autre exemple. Et à la limite, l'année 2022, elle est à la fois rassurante, tout en étant inquiétante, mais depuis 2022, on se sent moins seul. Avec cette vague d'extrême sécheresse qu'a connue la quasi-intégralité, l'intégralité du territoire national, pour pas dire européen, j'aurais tendance à dire, pour parler crûment, bienvenue au club. Nous, ce schéma-là, ça fait 15 ans qu'on le connaît. Donc, on se sent moins seul, je parle sous votre contrôle, on se sent moins seul depuis 2022. J'aurais aimé que 2023 soit du même acabit. Malheureusement, je crains que les tendances s'inversent un petit peu, de façon à non pas éveiller les consciences, mais à faire en sorte qu'elles soient bien et qu'elles restent éveillées. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance à sombrer rapidement dans l'amnésie. Le sud de la France, qui a connu, la même stratégie ou la même volonté stratégique d'équipement de grands ensembles hydrauliques après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce qui a valu la création de sociétés d'aménagement régional dont la Somivac faisait partie. Les mauvaises années, et donc 2022 a été pour eux une mauvaise année, c'est un petit 50% de leur stock qui est mobilisé. Même pas peur. Voilà, nous, c'est 120%. Ok, pour ce chiffre, je voudrais qu'Amandine Bonneau réagisse donc du côté d'EDF pour la gestion de ces aménagements hydrauliques également, pour infirmer ce qui vient d'être dit. Non, je confirme ce que disait Monsieur Polite. Il y a à savoir qu'effectivement, nous, on a à peu près 58 millions de mètres cubes de stockage. Alors évidemment, les barrages se remplissent plusieurs fois par an. Donc, c'est-à-dire qu'on touche plus de 58 millions de mètres cubes d'eau, ce qui peut-être explique en partie les 120%. Les 120 magiques pourcents. Mais le fait est qu'en été, donc la période à laquelle on doit le plus partager l'eau, et où là, nous, si on a énormément besoin d'eau pour l'électricité, on ne touche pas beaucoup d'eau, voire quasiment pas. Et donc, nous, notre gestion de l'eau, on l'adapte à la fois pour respecter nos engagements, donc que ce soit les exigences réglementaires, donc le respect de la délivrance du débit réservé dont on parlait ce matin, qui contribue à la continuité écologique à l'aval de nos aménagements, mais aussi tous les engagements contractuels qu'on a vis-à-vis de Kyrnolia pour l'eau potable, vis-à-vis de l'Office hydraulique pour l'irrigation. On a également des engagements pour favoriser les usages économiques autour des retenues. Donc on doit une certaine cote pour que ce soit propice à la navigation, à la baignade, etc. Vous faites allusion par exemple à Tola ou Calagucha. Par exemple, ou Calagucha, exactement. Et enfin, on a
d'autres contraintes liées aux usages de l'eau, c'est-à-dire que les cours d'eau sont extrêmement fréquentés à l'aval de nos aménagements, et donc ça nous contraint à ne pas pouvoir démarrer nos groupes de production de 0 à puissance maximale, parce que l'eau qui entraîne la machine hydraulique est ensuite restituée à l'aval de l'aménagement dans le cours d'eau, et donc le fait de passer de 0 à puissance maximale, ça fait augmenter la vitesse et la hauteur d'eau, et ça peut mettre en danger les usagers. Donc toutes ces contraintes, on les prend en compte dans notre gestion, et on prend également en compte les cycles de l'eau au travers de prévisions météo. Donc on a en particulier des prévisions de Météo France qui viennent alimenter nos études. Et ces dernières années, on a tendance à limiter la production hydraulique en hiver et au printemps pour être sûr d'avoir des retenues pleines à 95% au 1er juin. Sachant qu'entre le 1er juin et le 30 septembre, voire 30 octobre, on ne fait quasiment que déstocker pour restituer pour les besoins des agriculteurs, pour l'eau potable, avec, bien sûr, il y a un intérêt pour nous, c'est-à-dire que ce déstockage, on le fait au moment où c'est le plus opportun pour l'hydroélectricité. Donc on produit avec cette eau, on produit de l'énergie au moment des pointes de consommation, et ensuite l'eau est récupérée par les usagers. Mais donc on a une gestion qui est extrêmement contrainte à la fois par les usages et à la fois par cette tendance à la sécheresse qu'on connaît ces dernières années. Et juste pour vous donner des ordres de grandeur, si on regarde le mix énergétique annuel, donc c'est-à-dire comment se décompose l'énergie produite en fonction des filières, selon l'hydraulicité, les barrages contribuent à hauteur de 15% les mauvaises années, à 25% les très bonnes années sur la quantité d'énergie produite. J'imagine qu'il y a des questions. François Catabianca va se jeter à l'eau, sans mauvais jeu de mots, en qualité de membre du CESEC, Conseil économique, social et environnemental de la Corse. Et culturel. Et culturel. Pardon. Merci. Non, j'ai appris à nager très petit, hein, donc ça va. Non, moi je voulais revenir sur cette question de l'orientation agricole, puisque on sait que c'est quand même, bon, avec le tourisme, c'est le premier utilisateur de l'eau en Corse. Hein. Et donc il y a quand même des interrogations sur les modèles. Alors, dans le cas de l'agrumiculture, bon, on se connaît de longue date. Hein, bon, on est passé d'une période où on comptait pas trop. Faut être honnête. Hein, et d'ailleurs, il y a eu du gaspillage. Et on avait même, sur le plan agronomique, on va dire, une surutilisation de l'eau. Et on est revenu sur des choses qui sont beaucoup plus proches des besoins physiologiques des arbres. Et donc, on arrive à quelque chose de raisonné. Ce qui est important, hein, parce qu'on a changé de période. Je pense que c'est une filière qui a vraiment pris ça, on va dire, à bras le corps. Pour autant, on peut s'interroger sur... Je vais donner trois questions qui me semblent non négligeables. Hein. Premièrement, sur l'orientation de céréales en sec versus irrigué. Bon, vous savez bien que je parle du maïs, hein, évidemment. Voilà. Donc ça, on peut s'interroger sur, voilà, faut-il faire du maïs en Corse alors qu'on sait qu'on est limite et on va avoir de plus en plus de difficultés devant nous, quoi, voilà. Donc là, il y a peut-être quand même des vraies questions à se poser, quoi, voilà. Deuxième... Maïs, avocat, fruits exotiques, bon, il y a des spéculations qui interrogent. Oui, mais l'avocat aussi est très, très gourmand, hein, voilà. Bon, voilà, donc on a une catégorie de questions là, qui est posée sur des choix. Deuxième élément qui est venu plus récemment et de façon un petit peu difficile à comprendre, c'est que des productions traditionnelles, c'est-à-dire l'olivier et la vigne, sont désormais dans la liste des cultures devant être irriguées. Alors, devant être irriguées, Ange pourra revenir là-dessus, hein, bien sûr, mais il y a des vraies questions derrière, quoi. C'est-à-dire que d'une part, ce sont des cultures qui ont quand même traditionnellement été choisies précisément parce qu'elles avaient des besoins en eau relativement limités. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer qu'on fait de la vigne dans des zones bien plus arides que les nôtres. Et les oliviers, bon, il y en a dans le sud tunisien. Donc, je veux dire, voilà, on est quand même privilégié par rapport à d'autres zones de production. Or, aujourd'hui, on entend dire qu'il faut irriguer ces arbres-là.
Je pense que c'est des vraies questions qu'il faut se poser, y compris en termes de choix variétaux, en termes de mode de conduite, en termes... Enfin, il y a tout un tas de questions agronomiques qui peuvent être posées derrière. Mais bon, on peut s'interroger en particulier sur le fait que quand on implante une vigne, par exemple, comment on va orienter la mise en place du système racinaire? Est-ce qu'on va rester à de l'eau de surface qui va du coup empêcher les racines pivotantes d'aller chercher de l'eau très profondément? Comment donc on sculpte le système racinaire à travers le mode de conduite? Je pense qu'il y a des questions de fond qu'on ne peut pas esquiver et pour lesquelles l'agriculture corse devra faire des choix. Merci. Vous aviez une troisième question ? Non, vigne et olivier, c'était la même, oui. Merci. On a senti l'agronome. Je m'arrête là. J'aurais plein de choses à dire encore, mais je m'arrête là. S'exprimait. Merci, François. Vous voulez répondre, Jean-Pierre ou Ange ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. François Casabianc. Après, les décisions ne peuvent pas se prendre aujourd'hui au sein de cette salle. Mais effectivement, il faut avoir une véritable réflexion. Et peut-être qu'un des acteurs qui aurait dû être invité autour de la table, c'est l'Audarc. Et ils ne sont pas là. Et je veux dire, ça, c'est vraiment la question de l'avenir. Il va falloir à un moment donné faire des choix stratégiques vers quoi on veut aller. C'est évident. Parce que je suis d'accord encore une fois avec François. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la viticulture, par exemple, c'est un grand consommateur d'eau. Et bon, après, je ne veux pas polémiquer entre les filières. Chacun fait à peu près comme bon l'entend, mais je veux dire, c'est un phénomène nouveau. Autrefois, les vignes n'étaient pas irriguées, et aujourd'hui, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il se plante un cep de vigne, il y a un goutteur au pied du cep. Et des fois, on peut avoir jusqu'à 5500 gouteurs à l'hectare. Et voilà, le système racinaire il reste superficiel, et c'est des vignes, bien sûr, qu'on ne garde plus pendant 40 ans. Au bout de 15 ans, on les arrache. On n'encourage pas ces végétaux à aller puiser leurs ressources. Je veux dire, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que dans le futur, on aura les moyens d'avoir ce choix de politique agricole? Je ne pense pas. Il y a une véritable réflexion à avoir. Aujourd'hui, on sait bien qu'on cherche la diversification dans le monde agricole. C'est normal. Et on va beaucoup vers l'avocat. Mais l'avocat, j'ai entendu dire qu'il y a un besoin qui peut aller jusqu'à 12 000 mètres cubes à l'hectare. Quand en clémentine, on est à 4-5 000. Regardez un peu ce que ça fait. En vigne, on est à 3-4 000. Voilà, après, c'est le véritable choix. Aujourd'hui, il n'y a pas de vraie politique, il n'y a pas de vrai choix qui ont été établis. Chacun fait un peu ce qu'il fait dans son coin, et après on appelle l'office hydraulique, on dit mais il faut une borne à tel endroit. On ne se demande pas là, si on aura la disponibilité. Il nous la faut, c'est tout. Et puis après, je voudrais parler d'un autre sujet aussi, si vous le permettez, parce que c'est sûr que nous, on a été peut-être avant les autres, sans vouloir se jeter de fleurs, sensibles à la ressource en eau, parce qu'il faut se dire aussi qu'on est dernier irrigant sur la chaîne végétale, on dira. On commence, cette année, on n'a pas encore commencé parce que le ciel a été favorable, mais d'habitude, on commence mai, on peut aller jusqu'à fin octobre, voire début novembre. Et souvent, c'est là, jusqu'au août, septembre, on a l'eau, mais après, on arrive en tension à partir de ces dates-là. Et un sujet qui nous inquiète énormément, c'est la ressource du Tavignano. Parce qu'il faut savoir que le Tavignano, c'est quand même le second fleuve de Corse. On y pompe, on y prélève de façon annuelle entre 4 et 5 millions de mètres cubes. Et cette ressource, elle est menacée. Elle est menacée parce qu'il y a un projet d'enfouissement, un centre d'enfouissement dont tout le monde a entendu parler, c'est le centre d'enfouissement de Giuncadio. Et si demain, ce projet mortifère, il voit le jour, je ne vois pas comment on peut se passer à l'heure actuelle de 5 millions de mètres cubes. On nous demande de faire des économies de partout. Vous avez vu, on a parlé de TP, de trucs, de systèmes d'irrigation. Alors, on va faire des efforts tous, chacun dans notre coin. Les agriculteurs, les premiers. Mais si nous, on économise 500 mètres cubes à l'hectare, et puis de l'autre côté, on est privé d'une réserve de 5 millions, parce que pour avoir une nouvelle réserve de 5 millions, il y a un projet... Je peux en parler, mais M. Politi est plus amène que moi d'en parler. À Vadine, il y a un projet de retenue collinaire de l'ordre de 6 millions, qui verra peut-être le jour d'ici 2028 ou 2029. Le plus tôt possible, on le souhaite. On ne peut pas se perdre cette ressource naturelle. 5 millions de mètres cubes. Voilà, ça, c'est un gros problème qui nous inquiète beaucoup. Y a-t-il des questions? Parce que malheureusement, les échanges sont passionnants, mais l'heure tourne. Alors, on va passer la parole sans plus tarder à Bertrand Chavaldigne.
Oui, bonjour. Moi, je suis plus dans l'énergie, mais c'est intimement lié et très, très étroitement lié dans certains cas. Et je voudrais poser 2 questions sur des nouvelles technos de solaire qui permettent, en théorie, de très grosses économies d'eau. Donc, par rapport au barrage, le solaire flottant. Et pour l'agriculture, vous y attendez, l'agrivoltaïsme. Donc, j'aimerais avoir vos visions sur ces 2 sujets. L'agrivoltaïsme, aujourd'hui, il y a quand même déjà des exploitations qui s'y dirigent vers ça, oui. Mais je veux dire, je ne comprends pas trop votre question. Je ne vois pas en quoi on va économiser l'eau en mettant des panneaux solaires sur nos hangars. C'est pas trop lié. Ah oui, mais alors vous parlez justement de... Ah, là, vous parlez d'embrières, de panneaux, pour créer des vergers dédiés en dessous des hangars, c'est ça? Je sais qu'il y a un projet qui... Sous les voliers. Oui, mais c'est une structure métallique. En fait, c'est une structure métallique avec des panneaux sur lesquels il y a des panneaux. Et en dessous, il y a des vergers qui sont implantés. Je crois qu'il y a un projet d'ailleurs qui est déjà... Je ne sais pas s'il est en cours, s'il a vu le jour ou pas sur Pinir. Je sais qu'il y a un projet. Je sais pas, j'en sais pas plus, franchement. Après, pour ce qui concerne de pouvoir mettre des panneaux flottants sur les retenues collinaires, je vais plutôt passer la parole à M. Politi. Des infos sur les ombrières. Le canal de Provence expérimente depuis quelques années déjà ce type d'installation. Ils ont priorisé la vigne dans un premier temps. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient débuté leur pilote sur de l'arbo plus conventionnel, au-delà de la vigne. Voilà, c'est démarrage timide. Alors, les panneaux photovoltaïques flottants, là aussi, il faut démystifier quelques dérapages. L'état de l'art, au moins en France. Alors, l'état de l'art dans le monde, les Asiatiques sont très friands de ça. Les Asiatiques ne sont pas du tout soumis aux mêmes normes de sécurité sur nos barrages, nos ouvrages hydrauliques que celles que l'on peut connaître en Europe et notamment en France. Il y a des règles de sécurité à respecter sur... Alors on parle bien de barrages ou de retenues collinaires. Plusieurs règles de sécurité et des règles technico-économiques qui peuvent permettre d'autoriser ou pas la mise en place de panneaux photovoltaïques flottants qui, il est vrai, si on respecte ces règles-là, pourrait sensiblement diminuer le risque le constat d'évapotranspiration sur les ouvrages. Première règle, il faut que le marnage, c'est-à-dire la différence de niveau qu'on a en début de saison, enfin la pleine capacité et le niveau minimal que l'on peut atteindre, soit le plus faible possible. Technologiquement, il n'existe pas aujourd'hui de système de panneaux photovoltaïques flottants qui soit compatible avec un échouage. Ça n'existe pas. Personne ne sait le faire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas échouer l'équipement, sauf à le perdre et à l'endommager de façon irrémédiable. Donc il faut maîtriser. Donc ça veut dire que par rapport à la topologie d'une cuvette, le dimensionnement d'une couverture de panneaux photovoltaïques doit être fait par rapport à la surface minimale qui correspond au niveau minimal. Imaginez un cône qui correspond au niveau minimal qui serait atteint. Du coup, ça réduit considérablement le rendement énergétique que peut avoir l'ensemble et ça annule quasiment l'intégralité du bénéfice qu'on pourrait avoir par rapport à l'évapotranspiration. Premier point. Deuxième point, pour éviter ce type de situation, il faut pouvoir maîtriser les marnages, donc c'est un corollaire du premier point, sachant que, s'agissant des barrages, on a besoin de s'occuper de chacun de nos ouvrages de façon approfondie tous les 10 ans, avec un risque, au moins une fois sur 2, voire une fois sur 3, tous les 30 ans donc, avec un besoin, pas un risque, d'avoir à le vider intégralement. Et on rejoint la problématique du premier point. Cela veut dire donc qu'il faut que l'optimisation technico-économique de l'aménagement soit meilleure en termes de temps que 25-30 ans. Ce n'est pas le cas. Dans les études économiques qui sont faites, ce n'est pas le cas. Vous pouvez, je pense, le confirmer. Il n'y a pas de retour. Troisième et dernier point, et qui est irrévocable, non discutable, s'agissant de barrages cette fois-ci, le risque d'évacuation de crues. On ne peut pas accepter qu'un organe flottant, complètement exogène sur un barrage, soit emporté lors d'une tempête de vent, lors d'une crue, et vienne encombrer un système d'évacuation de crues. Ce serait un organe de sécurité fondamental du barrage qui serait altéré. Voilà, ça fait 3 bonnes raisons qui limitent aujourd'hui le niveau de projet de panneaux photovoltaïques flottants sur les barrages. En revanche, et rien ne l'empêche
sur des réservoirs qui ont une capacité de variation de stock ou de variation de niveau maîtrisée, faible, rien ne l'empêche, mais donc forcément ça va être avec une surface d'équipement qui va être beaucoup plus modeste. Merci pour ces éléments de réponse, Henri Politi. On va prendre une dernière question. On va prendre un complément d'information et une dernière question. Juste pour compléter ce que vous dites, je suis complètement d'accord avec vous. Côté EDF, on a fait une expérimentation avec du PV flottant sur une retenue sur la Durance. Mais par contre, c'est pas du tout le réservoir de tête. C'est effectivement une retenue intermédiaire qui a un très faible marnage et dont on arrive à réguler la cote au cours de la journée et au cours de la semaine et des saisons. Donc on est vraiment sur un type de retenue très particulier dont on ne dispose pas ici. Je vous en prie. Oui, bonjour, Philippe Pierangeli du magazine Isola Montagne. Merci pour toutes vos explications, et notamment les explications à base de chiffres et de pourcentages. On voit bien qu'il va falloir partager. Moi, je trouve je vous sens un peu optimiste quand même, alors qu'on est dans un début de crise importante. Et j'ai une question simplement, qui va arbitrer ? Merci pour votre question. On peut peut-être répondre sur déjà ce qui nous arrive toutes les années. Donc tous les ans, on a bien des comités hydriques qui se réunissent à maille très régulière et qui sont présidés par les services de l'État, co-présidés d'ailleurs par votre président, me semble-t-il, dans lequel l'ensemble des usagers ou exploitants de barrages sont représentés, et c'est à ce niveau-là que sont prises les décisions. Et bien sûr, nous, en amont, on travaille en concertation. Donc nous, par exemple, EDF, on travaille en étroite collaboration avec l'Office hydraulique sur ces questions d'usage, de besoin et de priorité. On fait chacun nos meilleurs efforts. Donc il y a déjà des comités à la maille annuelle qui existent. Jean-Pierre Alessandri. Alors écoutez, ce que je peux vous dire pour essayer de répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'il y a un peu d'optimisme ? Parce qu'en fait, on est quand même une île où il tombe 8 milliards de mètres cubes, où sur ces 8 milliards de mètres cubes, il y a 3 milliards qui circulent dans les cours d'eau, et où finalement on en consomme 110 à 115 millions. Donc je dirais, on n'est pas dans une situation, j'ai entendu parler de réhute, j'ai entendu parler, on n'en a pas parlé, mais ça aurait pu, de dessalement, etc. C'est vrai qu'il y a des endroits où on pratique ce genre de technique. Moi, je suis allé en Espagne, dans la région de Murcie, 95% de l'irrigation, c'est de la réhute. Dans les Canaries, c'est pareil, dessalement, utilisation, réhute. Mais ils n'ont pas du tout d'eau. Moi, quand je suis allé dans les Canaries, je n'ai pas vu couler un seul cours d'eau. Donc nous, on n'est pas dans cette situation-là. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention, mais on a quand même un avantage par rapport à ces régions-là. Donc c'est ce qui peut rendre raisonnablement optimiste. Après, sur la gouvernance et le partage. Alors il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on peut faire, je dirais, a priori. Et c'est l'idée d'avoir je dirais, une gouvernance un peu locale. C'est la question des sages, ça peut être la question des projets territoriaux de gestion de l'eau, où on va réfléchir à comment on partage la ressource, pour justement essayer de répondre à tous les besoins et à tous les usages. Le premier usage, en théorie, étant celui du milieu. Et c'est la logique de la gestion par la quantité. Vous avez parlé de débit réservé, on aurait pu parler de volume prélevable. C'est la porte d'entrée du partage de l'eau, en fait. Donc il y a ces structures de gouvernance locale qui commencent à se mettre en place. Les sages, c'est un peu connu. Alors on a parlé tout à l'heure de la Durance. C'est vrai qu'en Corse, on n'a pas beaucoup de sages, mais sur le continent, vous avez des bassins versants qui sont très grands, et vous avez des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, sur la Durance par exemple, qui est un territoire qui est plus grand que la Corse. Donc nous, c'est vrai qu'on a des petits bassins versants, il faut qu'on adapte un peu cette mesure de gouvernance locale. Puis après, il y a le dernier niveau, c'est le niveau de gestion de crise, qui pour le moment relève effectivement des autorités préfectorales, et où là, en fait, après, vous avez une priorisation des usages. C'est-à-dire que si vraiment demain on n'a pas assez d'eau, ça va être de la sobriété qui va être subie avec des usages prioritaires qui sont toujours les mêmes, mais évidemment l'alimentation en eau potable est le premier usage prioritaire. Donc en fait il y a une déclinaison différente en fonction des situations, mais je pense qu'effectivement on est raisonnablement optimiste parce qu'on doit pouvoir trouver des solutions. Et puis après sur le partage, c'est vrai que les années précédentes ont montré quand même
un tournant. Ça a été dit par mon collègue de droite. Hein. Les agrumiculteurs, ils sont forcément très conscients du problème de l'eau parce que ce sont les derniers servis. Donc il y a un partage qui peut être territorial, qui peut être par usage, et puis qui peut être aussi par temporalité. Mais du coup, de fait, ils entraînent les autres spéculations avec eux pour réfléchir à la problématique, même si les périodes d'arrosage ne sont pas les mêmes. Donc il y a quand même cette solidarité qui doit jouer, et c'est un peu l'objectif de ce qu'on voudrait essayer de faire dans ces prochaines années. C'est une porte d'entrée un peu territoriale, pour mettre un peu à plat tous les besoins, mais les objectiver, et ça a été dit aussi, hein, les objectiver, ça passe par des orientations qui peuvent être politiques aussi, sur des choix qui peuvent être faits, parce qu'on est aussi à la limite entre l'économie et la gestion de l'eau. Quand on parle de céréales, peut-être qu'il y a quelques années, on n'en aurait pas parlé. Et puis l'année dernière, le prix de la tonne de céréales, il a imposé les gens à se poser la question de savoir s'il ne faut pas en produire localement. Donc on rejoint aussi des problématiques économiques. Donc tout ça, ce qu'on pense, c'est que ça doit se résoudre dans des organes de concertation. Mais il va falloir être très transparent sur les besoins, sur les usages, et mieux connaître aussi la ressource, en fait, hein, parce faut le dire aussi, hein, on a aussi une certaine incertitude sur ce qui va se passer dans le futur, vous en parlerez, mais y compris sur actuellement les prélèvements qui sont faits, comment ils sont utilisés, etc. Donc voilà un peu les axes de travail, je dirais, sur ces sujets-là de partage et de gestion de la crise. Merci Jean-Pierre Alessandre. Et j'avais annoncé la dernière question, mais comme Morgane Millet est privilégiée puisqu'elle co-organise cette chaire, et surtout comme je sais que sa question nous aidera à conclure le sujet de cette table ronde, je le pense en tout cas, j'ai la faiblesse de le penser. C'est pas sûr. C'est à vous. On a beaucoup parlé de quantité d'eau. Est-ce qu'on a des préoccupations sur la qualité de l'eau quand il faut la partager ? Est-ce qu'il y a des critères à respecter pour chacun des secteurs et comment ça va se traduire derrière dans le partage? Alors, moi, je vais vous donner quelques éléments de réponse de mon ancienne activité professionnelle qui était liée au ministère de la Santé et au contrôle des eaux. Donc au contrôle des eaux potables, au contrôle des eaux de baignade notamment. Mais sur l'eau potable, pour faire assez simple, on n'a quasiment pas de problème de pollution anthropique dans les ressources en eau qui sont utilisées pour faire de l'eau potable en Corse. Vous ne trouvez quasiment pas de nitrate, vous ne trouvez quasiment pas de pesticides. Donc ça, c'est un point très positif. Tout le monde n'a pas cette chance. Hein. Si vous allez en Bretagne, ils n'en sont pas là. Alors ensuite, sur, je dirais, les autres critères qualitatifs chimiques. On a un fond géochimique à certains endroits qui peut faire qu'on trouve quelques métaux. Si vous allez à la pointe du Cap, vous aurez un peu d'antimoine. Si vous allez à Mâtre, bon, c'est bien connu, vous pouvez avoir des ressources un peu contaminées en arsenic, mais c'est des contaminations qui peuvent être aussi un peu liées à des exploitations minières comme à Cannes, mais qui sont quand même liées au milieu géochimique. Mais globalement, on en est assez préservé. Donc du coup, c'est le même constat pour les eaux de baignade où on fait des contrôles bactériologiques. On est quand même relativement privilégié en termes de qualité d'eau, que ce soit les eaux souterraines ou les eaux de surface. Et ça aussi, c'est un avantage important, hein, en plus des aspects quantitatifs. Après, je passe la parole à Henri Polite qui vous en parlera, et c'est lié aussi au changement climatique. On peut avoir d'autres problématiques, notamment sur les plans d'eau, avec des problématiques émergentes. Oui, un suivi intensif de l'ensemble du parc de barrages, d'ailleurs, avec extension, les ouvrages EDF sont également concernés, peut-être avec une intensité moindre, parce qu'il n'y a pas une utilisation directe à l'aval immédiat des ouvrages. Ça va jusqu'à un pic de surveillance qui vise le barrage des Codes ou les Embalagnes. C'est un des barrages, je pense, les plus surveillés de France, où, effectivement, avec le risque cyanobactérie, enfin pas le risque, hein, le constat de présence de cyanobactéries, c'est plus qu'un risque, mais on apprend à cohabiter, et on a équipé le barrage en conséquence. On est rentré depuis à peu près un mois dans la période où on fait au minimum un profil complet de strates, c'est-à-dire tous les mètres, il y a un prélèvement une fois par semaine minimum au niveau physico-chimique, et 1 à 3 fois par semaine des contrôles de cyanobactéries dans plusieurs points stratégiques en surface, les points les plus critiques sur le fond du barrage et le point de prélèvement prélevé en temps réel au moment où l'action de puisage se fait justement. Donc on a un contrôle continu sur nos ouvrages, et ça, c'est assez maîtrisé. Donc l'ouvrage courant, je parle de barrage, ça va être 1 fois par mois.
lorsque le risque est faible. Donc il y a eu une caractérisation des risques qui a été faite il y a déjà quelques années, et avec une exaltation de la surveillance qui se fait sur le barrage que je viens d'évoquer. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Merci à vous pour vos questions.